On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as vu, Luc, non seulement les immigrants, on le sait, mangent des chiens et des chats, mais là, ils ont des mauvais gènes. Ils ont des gènes. Ouais. Ce sont des criminels, mais génétiquement, là, ils sont programmés génétiquement pour commettre des crimes. C'est ce qu'il a dit. Écoute, juste comme on pensait qu'il avait touché le fond, on découvre un nouveau sous-sol. Là. En même temps, il va être un peu embarrassé parce que j'ai lu cette déclaration-là aussi, puis je l'ai vérifié avec un certain nombre d'autres déclarations qu'il avait faites, mais il a déjà dit des gens du Minnesota qu'ils avaient de bons gènes. Faut savoir d'où viennent une partie des gens qui habitent le Minnesota. Ce sont de bons blancs qui viennent d'Europe du Nord, donc ils ont de bons gènes. Le problème, c'est qu'ils ont choisi Tim Walz comme gouverneur. Donc, avec de bons gènes, il semble qu'on ait voté pour Tim Walz, ou qu'on l'ait préféré, en tout cas, à la contrepartie républicaine. Je sais même plus par où commencer pour commenter ce que Donald Trump peut dire et faire, parce que on l'a dit, je pense que c'est toi qui avais souligné ça avec moi la semaine dernière. Il a toujours eu de ces phrases hautement controversées. Dans certains cas, ça frôle la violence, dans d'autres, le racisme. Mais il me semble qu'il accélère la cadence là-dedans. Et tu me permets de faire le lien avec le New York Times qui a dit de Donald Trump, écoutez, on a consulté des experts, des experts en vieillissement, des gens en santé mentale. Puis on a analysé les discours les plus récents de Donald Trump et on les a comparés à ceux qu'il faisait en 2016. Et ce qu'on note, et j'invite nos auditeurs ou téléspectateurs à aller vérifier ça, ce qu'on dit dans l'article finalement, c'est regarder les moments de confusion, le manque de concentration, le fait qu'il est de plus en plus désinhibé, pas qu'il l'ait été déjà particulièrement, mais on s'est rendu à un autre niveau et on dit, finalement, on réserve à Donald Trump le traitement qui a été réservé auparavant à Joe Biden. On a dit Biden est trop vieux, Biden est confus, Biden a de la difficulté à rester sur un sujet longtemps. Il réfère plus souvent au passé ou à des choses qui n'existent même plus et il les considère au présent. Et c'est ce qu'a fait Donald Trump plus récemment. Donc, le New York Times qui dit, est-ce qu'il a déjà des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'il a des problèmes cognitifs? C'est du vieillissement normal ou ce sont des problèmes plus sérieux? Donc, je répète, on réserve à Donald Trump le traitement qu'on réservait auparavant à Joe Biden jusqu'à ce qu'il se décide ou jusqu'à ce qu'on le décide à se retirer de la campagne de 2020. Il souffre d'incontinence verbale, mais tu sais, je pense que c'est rien que de la colère parce qu'il voit qu'il est en train de perdre aussi. Là. Puis tu sais, c'est le genre de gars, quand il est pogné dans un coin, là, il te saute d'en face. Là, il y a assurément... Il y a assurément une grande frustration du côté de Donald Trump depuis que Joe Biden a abandonné, parce qu'il était, à toute fin pratique, il faisait cavalier seul jusque-là. La plupart des sondages le mettaient en avant. Pas qu'on ait commencé à célébrer dans son entourage, mais on se disait, on a l'adversaire qu'on voulait, on l'a maintenant dans les câbles, là où on souhaitait qu'il soit. La campagne, les publicités, tout ciblait Joe Biden. Et là est arrivée Kamala Harris. Et sans qu'on parle de Kamala Mania ou de Kamala Manie, il y a un effet positif et on a plus que compensé ce qu'avait perdu Joe Biden. On est légèrement passé devant Donald Trump. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir, je t'en avais déjà parlé, que Donald Trump choisit, ou sa campagne choisit, de mettre autant d'argent dans la promotion du candidat que dans les informations qu'on fait présentement circuler sur le fait que elle est déjà corrompue, cette élection-là. On a une centaine de causes qui se retrouvent devant les tribunaux où on accuse des gens qui mènent les élections ou des États. Donc, on pense avoir déjà découvert de la fraude, puis on prépare pour le chaos qui pourrait survenir après l'élection. Je ne sais pas à quel point tout ça relève de la panique réelle et sincère, mais en tout cas, on prépare les deux. On se prépare à faire campagne, puis on espère, je pense, encore gagner. Mais de l'autre côté, il y a des signes d'inquiétude bien réels qu'il ne faudrait pas sous-estimer non plus. J'ai hâte d'aller voir vous discuter tous les deux juste avant. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un sujet que je ne t'avais pas envoyé, mais qui
qui aurait très bien pu se retrouver dans la chronique, donc on se trouve à le regrouper ou à se recouper. Caller Daddy, j'ai hâte de voir, moi, si Donald Trump accepterait d'y aller. Parce que on a eu, c'est un phénomène intéressant de voir que Kamala Harris utilise des moyens qui ne sont pas traditionnels. Donald Trump le fait depuis plus longtemps qu'elle. Il participe à de nombreux podcasts, mais des podcasts qui sont populaires auprès d'une clientèle qu'il a déjà. Dans le cas de Kamala Harris, en se présentant là, c'est un peu un terrain inconnu pour des candidats démocrates, mais le sujet lui était hautement favorable. Bon, l'animatrice se retrouve dans l'eau chaude parce qu'elle découvre que quand on anime un podcast, faire de la politique, ça vient avec un haut potentiel de risque aussi, donc elle assume les retombées de ça aujourd'hui. Mais est-ce que Donald Trump se risquerait, lui, de son côté, à aller s'asseoir avec elle pour discuter de droits des femmes? Si c'était J.D. Vance, j'aurais envie de te dire, on pourrait y aller. Est-ce que Donald Trump, les stratèges républicains veulent vraiment qu'il fasse ça? Pas certain. Pas certain du tout. Et en terminant, il est retourné à Butler, Pennsylvanie, lieu de la première tentative d'assassinat, et il a été rejoint par un invité spécial. Voilà, donc il s'est présenté là et a été rejoint par Elon Musk, qui avait l'air littéralement enflammé, galvanisé, qui a reçu une salve, très généreuse salve d'applaudissements. Ça, stratégiquement, c'est un geste qui est drôlement intéressant pour Donald Trump. Parce que faut se rappeler qu'avant l'entrée en scène de Kamala Harris, il était en avant dans les sondages et on le croyait presque imbattable après cette première tentative d'assassinat. Il y a des images dont on avait dit ça va le porter jusqu'à l'élection. On le sort de scène et il a le poing brandi comme quoi on va continuer à se battre ou à combattre. Donc, Donald Trump faisait figure, à toute fin pratique, de héros, de survivant, de gars déterminé, ce qu'il est en passant. Donc, aux yeux, en tout cas, de la moitié de la population américaine. Donc, mais après ça, le vent a tourné. Donc, il retourne là pour rappeler qu'il est bel et bien victime, et ça, il a raison, d'une tentative d'assassinat, mais il le fait dans un État qui est celui qui pourrait décider du gagnant ou de la gagnante cette année. Quand on regarde les chiffres, c'est toujours les fameux swing states, c'est les États pivots, et parmi les 6-7 États pivots, la Pennsylvanie est celui qui est à peu près à cheval sur la clôture. Certains sondages donnent Kamala Harris légèrement devant, à l'intérieur de la marge d'erreur, sinon on les montre à égalité. Donc, c'était bien pour Donald Trump que de retourner rappeler ce souvenir-là aux gens. C'est une image d'homme fort, c'est une image qui est positive. Je suis un survivant et j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Et j'ai à mes côtés, pour ceux qui croient que j'ai la meilleure formule pour gérer l'économie, on sait que Kamala Harris le rattrape dans les sondages de ce côté-là aussi, ben, le message qu'on envoie, c'est j'ai le gars le plus puissant de la planète, du moins économiquement, le plus riche de la planète, à mes côtés, et il vote Donald Trump. Donc, je pense que l'opération était intéressante si on est républicain et si on est un stratège de Donald Trump. Et Kamala Harris va être à 60 Minutes. Elle était à 60 Minutes. C'est le dimanche, 60 Minutes, non? C'est ce soir. Ça va être diffusé ce soir, mais on a commencé à divulguer des... Oui, voilà. Et on a commencé... c'est en réponse à tous ceux qui disent que Kamala Harris n'est pas assez exposée aux médias ou qu'elle ne répond pas aux journalistes. Y a-t-il une émission plus regardée quand vient le temps de parler de journalisme et de questions sérieuses que 60 Minutes? Ce que j'invite tout le monde à noter ce soir, c'est que par 2 fois pendant l'entrevue, on l'interroge sur Israël, sur la position de l'administration Biden et la sienne. Et les 2 fois, là, on va satisfaire les adversaires de Mme Harris, elle contourne la question plutôt que d'y répondre directement. Et je te le donne en 1000. Ouais. Donc, c'est jusqu'où on va du côté d'Israël. Puis est-ce qu'on a encore, si on est Joe Biden ou un président américain, est-ce qu'on a encore une influence auprès d'Israël? Et elle ne répond pas finalement. Elle contourne. Elle fait autre chose, là, mais elle ne répond pas directement à ça. Mais c'est difficile. Elle viendrait souligner le fait que Netanyahou, quand vient le temps de recevoir des ordres ou qu'on exerce des pressions sur lui, il ne prend plus de pression de personne, incluant le duo Biden-Harris. Exactement. Il n'en fait qu'à sa tête maintenant. Voilà. Et les États-Unis n'ont plus aucune influence. Elle n'est pas assez maître dans l'art d'esquiver les questions un peu délicates. Merci, Luc. Dans ce cas-ci, c'était pas subtil. À demain. Merci, à demain. Salut.